Donc tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous. Donc, nous vous remercions de votre présence à ce webinaire de décryptage des bases de la maintenance prédictive. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Abibatou, en charge du comité digital au CIMOP. Donc avant de laisser mes confrères démarrer la présentation, je souhaitais juste pour faire un petit rappel du contexte de ce webinaire. Donc, comme vous le savez, le CIMOP a un engagement très fort envers le développement du digital dans l'industrie. Et dans ce cadre, nous souhaitons mener des actions de pédagogie, d'éducation, de démocratisation auprès de nos acteurs de l'industrie. Donc, si vous vous rappelez, nous avions eu la même démarche avec le jumeau numérique, la continuité numérique. Aujourd'hui, c'est la maintenance prédictive, mais nous allons continuer à travailler sur d'autres thématiques à l'avenir qui sont tout autant importantes. Donc, il y aura environ aujourd'hui, donc dans la session d'aujourd'hui, nous aurons environ une quarantaine de minutes de présentation, puis 15-20 minutes de questions-réponses. Donc, je vous rappelle juste que cette session sera enregistrée, donc je vous propose de bien vouloir couper vos micros. Nous enregistrerons la première partie, la présentation, donc pas la partie questions-réponses. Et donc, après, donc, nous vous enverrons le replay si vous souhaitez voir et revoir la présentation. Donc, sur ce, je laisse la main donc, à mes confrères de chez Visiative et de chez FIF-Cortex qui vont donc vous faire la présentation technique. Donc, je vous laisse la main, David et Jean-Marc. Je coupe mon micro. Abi, Oui. donc je suis David Zach, président de FIF-Cortex. Je crois qu'il y a une petite slide juste après pour ça. Et j'ai l'honneur de présenter, d'introduire le sujet de la maintenance prédictive avec Jean-Marc, que je laisse se présenter brièvement. Merci David. Jean-Marc Salin, donc moi je suis Product Manager au sein de Visiative, plus particulièrement sur les solutions dont on va parler aujourd'hui, le service client. Je vais couper ma caméra pour pas avoir d'interférence avec la vidéo. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, on va vous présenter les aspects maintenance prédictive sous différentes facettes, les enjeux, expliquer ce que c'est réellement que la maintenance prédictive, sa mise en œuvre, comment on y va, et puis enfin, pour quels bénéfices mettre tout ça en place et qu'est-ce que ça peut apporter aux différents industriels que vous pouvez être. Et on va, sans plus attendre, rentrer dans le vif du sujet. Donc, juste une slide pour présenter FIF-Cortex et puis Visiative ensuite. Et puis après, on rentrera vraiment dans la maintenance prédictive. Donc, FIF-Cortex, que j'ai l'honneur de présider, est une société qui est une société transverse du groupe FIF qui a vocation à valoriser la donnée industrielle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traite les données qui viennent du terrain, des machines, des process. Pour ce faire, on met en œuvre des systèmes qui permettent l'acquisition, le stockage, l'analyse, que je détaillerai un peu, et la visualisation. Donc, on est capable d'adresser des problématiques de bout en bout, encore une fois, de la connexion jusqu'à la restitution, en passant par les modèles prédictifs dont je vais parler ensuite. On a également une capacité d'intégration que Jean-Marc vous présentera à travers l'association qu'on a avec Visiative. Donc, ça veut dire qu'on est capable de livrer ces systèmes prédictifs ou de monitoring dans un tout plus complet qui permet de suivre la maintenance, les tickets ouverts, etc. On a aussi la capacité à intégrer ces systèmes de maintenance prédictive dans l'écosystème du client, en lien avec sa GMAO, en lien avec son système d'information. On a une prise en compte particulière de tout ce qui est lié à l'interfaçage, l'interface, le parcours utilisateur et l'interface homme-machine, et bien évidemment une prise en compte très forte de tout ce qui est cybersécurité, dans la mesure où on vient lier le terrain, les machines avec des systèmes qui peuvent être dans le cloud ou pas d'ailleurs, mais en tout cas un apport, une prise en compte très forte de la cybersécurité. Et enfin, donc pour ce qui est de l'analyse, une compétence particulière en intelligence artificielle sur des modèles de machine learning sur mesure, j'y reviendrai tout à l'heure. Un accompagnement vers la maintenance prédictive, on a développé une méthodologie qui permet, partant des données de la machine, donc ses plans, ses schémas électriques, etc., de bâtir un système de maintenance prédictive, donc de zéro jusqu'aux prédictions. La capacité à embarquer toutes ces choses-là en edge, donc en pied de machine sans communication avec l'extérieur, et puis des compétences également en vision industrielle, parce que Deep Learning en lien avec nos compétences en intelligence artificielle. Voilà en quelques mots ce que c'est que FIF-Cortex. Merci David. Donc, Visiative en quelques mots également. Alors, nous sommes accélérateurs de la transformation numérique des entreprises.
probablement connu auprès de vous en tant qu'acteur partenaire de Dassault Systèmes depuis de nombreuses années, autour donc de la SAO ou du PLM, et également éditeur d'une plateforme web, ce qu'a cité David, pour la digitalisation du service client. Donc, le service client prenant effectivement corps maintenant dans l'équipement à travers le suivi de l'équipement, l'IIoT, et à travers donc cette plateforme de service client qui permet de mettre en scène l'ensemble des interactions entre les divers acteurs internes et externes de l'entreprise pour assurer le traitement des alertes qui peuvent être remontées depuis l'équipement. Alors ensemble, nous avons mis en place effectivement cette joint venture, hein, c'est une société commune entre FIV et Visiative qui vise à proposer effectivement la réunion de nos savoir-faire, à la fois la connaissance des équipements industriels, également le savoir-faire de la maintenance de ces équipements, et enfin la plateforme numérique qui permet effectivement de mettre l'ensemble des services à disposition à la fois des utilisateurs internes des fabricants et également des exploitants, vos clients. Très rapide de qui nous sommes et d'où nous venons, et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc les enjeux de la maintenance prédictive. Alors, deux constats que je voudrais partager avec vous avant d'entrer effectivement plus dans le cœur du sujet. Le premier constat, c'est que ce qu'on appelle la machine as a service, on parle souvent de MaaS, vole déjà. Effectivement, ça fait bien maintenant 5 ans que les premiers acteurs, fabricants de moteurs d'avion, sans les citer, hein, soit aux États-Unis, soit en France, ont déjà commencé à facturer leurs moteurs à l'heure de vol. Donc, on va parler d'engine as a service. C'est-à-dire que la compagnie aérienne qui exploite l'avion, en fait, va payer le moteur en fonction des heures de vol du moteur. Donc, ça change le paradigme, c'est-à-dire que la compagnie ne va plus acheter le moteur, mais le payer à l'usage. Et ces mêmes acteurs qui fabriquent ces moteurs d'avion ont commencé à requérir auprès des fournisseurs la possibilité de facturer, donc de se faire facturer ces machines-outils, non pas en une étape lors de l'installation de la machine-outil, mais à l'heure de production. Bon, le point clé, c'est qu'une fois qu'on est payé uniquement sur la base de la consommation, il faut s'assurer que la machine fonctionne pour assurer le revenu. Deuxième point intéressant qu'on peut constater, qui est assez récent, c'est qu'en fait, de grands acteurs de la machine-outil utilisent déjà abondamment ce qu'on appelle la maintenance préventive conditionnelle, c'est-à-dire la remontée d'indicateurs, comme on va le voir depuis les équipements, pour en faire un traitement centralisé et ensuite donner des indications pour assurer cette maintenance sur l'ensemble des équipements d'un parc. Donc, quelque part, si en tant qu'acteur de fabricant de machines-outils, on ne bouge pas, il est clair que le sujet va devenir, je dirais, d'ampleur vis-à-vis de vos clients. Ce qui fait que, j'ai envie de vous dire, la maintenance préventive conditionnelle devient un caractère obligatoire qui doit, à minima, être proposé avec vos équipements, si ce n'est aujourd'hui, au moins demain. Ok, donc cette mise en jambe faite, on va rentrer dans la maintenance prédictive en tant que telle. Alors, j'ai essayé en tout cas volontairement de vulgariser et de rendre les choses le plus simples possible. J'espère y être arrivé. Je vais commencer par une définition de ce que c'est que la maintenance prédictive. Alors, je ne suis pas allé chercher très loin, hein. Je suis allé dans Wikipédia volontairement pour voir un peu ce qui est dit, et puis après, je vous expliquerai ce que moi je mets derrière ces termes-là. Donc, la maintenance prédictive, nous dit Wikipédia, ou prévisionnelle, permet de détecter très tôt l'apparition d'anomalies sur des machines avant qu'elles ne deviennent trop graves. Donc ça, c'est un premier point et c'est quelque chose d'important parce que c'est avant qu'elles ne deviennent trop graves. Donc finalement, le but du jeu, c'est pas d'éviter des pannes, hein, c'est de faire en sorte de pouvoir intervenir, avant qu'il y ait la panne, et parce que il faut quand même réparer, hein, dans certaines mesures. Et donc pour cela, il est nécessaire de mettre en place une surveillance intelligente et périodique sur plusieurs paramètres de la machine en fonctionnement. Donc ça, c'est l'autre élément clé. Il faut surveiller un certain nombre de paramètres. Donc il faut avoir la capacité d'acquérir des données qui sont représentatives de l'état de santé de la machine.
Alors, si on regarde le petit graphique là, entre la maintenance conditionnelle et la maintenance corrective, ben, c'est là que se situe la maintenance prédictive. Donc, on est entre la phase de révision, remplacement systématique et la phase de réparation. Si on regarde, donc voilà, on est, je le mettrai juste après, mais dans le juste à temps, juste nécessaire. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est clé. C'est je change la pièce quand il est nécessaire de la changer et pas avant. Donc, je ne suis pas dans le remplacement systématique. Et bien évidemment, je la change avant qu'elle casse. Donc, je vais au maximum finalement de son usure avant la panne. Si on regarde les choses d'une autre façon aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à comprendre, c'est que finalement, suivant le niveau de maturité de la maintenance déjà en place chez l'utilisateur final, dans les équipes du constructeur de machines, etc., ben, la maintenance prédictive sera plus un enjeu de dispo machine qu'un enjeu de réduction des coûts de maintenance. Alors bien évidemment, ça nécessite d'avoir déjà un niveau de maturité de maintenance élevé, mais voilà, on va plus travailler finalement sur la dispo machine qu'autre chose. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, pour moi, si on devait résumer la maintenance prédictive, c'est le juste à temps, juste nécessaire. Donc, les pièces qu'il faut changer et uniquement celles-ci, parce que si on ne les remplace pas, on va casser, mais on le fait avant que ça casse. Voilà pour cette première définition. Alors, pour resituer un peu les différents niveaux de maintenance et les niveaux d'analyse d'un système, finalement, il y a ce schéma-là hein, qui a été publié par le Gartner il y a quelques temps, qui définit les différents types d'analyse. Donc, le premier niveau d'analyse, c'est l'analyse descriptive. C'est de la rétrospective. On analyse ce qui s'est passé. Et d'une façon générale, on est plutôt dans le domaine de la maintenance corrective. C'est-à-dire qu'en fait, c'est a posteriori, en post-mortem, une fois qu'on a cassé, on essaye de comprendre. L'étape d'après, qui est un progrès certain, c'est l'analyse diagnostique. Donc, on essaie de comprendre pourquoi ça s'est passé. Et l'idée là, finalement, c'est d'aller un cran plus loin, c'est de mettre en place des conditions basées sur l'expérience, hein, sur la compréhension de ce qui s'est passé, pour faire du préventif conditionnel, donc des alertes sur seuil, enfin voilà, des choses qu'on va figer dans le système, mais qui finalement sont une généralité. Donc, en fait, si une pièce doit vivre un peu plus longtemps parce qu'elle est plus, voilà, elle est plus robuste qu'une autre, pour laquelle on a dit la moyenne de cas c'est ça, finalement, on n'en tirera pas profit. C'est pour ça qu'on cherche à aller vers le niveau d'après, la maintenance prédictive, qui cherche à comprendre ce qui va se passer. Et donc là, on est à essayer de prendre un temps d'avance pour faire en sorte justement d'être capable d'anticiper, d'aller jusqu'au bout, hein, de changer au plus tard ou au bon moment en tout cas, mais d'éviter la panne. Et il y a encore un échelon après ça. Hein, l'échelon d'après, c'est le prescriptif. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on sait et qu'on a compris ce qui va se passer, pourquoi ne pas essayer d'agir pour éviter que ça arrive dans un certain nombre de cas? Ce n'est pas toujours possible, bien évidemment, mais on peut en tout cas réduire les risques d'occurrence, retarder éventuellement pour se laisser le temps d'agir. On voit qu'on passe d'un niveau d'information à un niveau d'optimisation. Optimisation, alors l'industrie aujourd'hui est plutôt, vous devez le savoir mieux que moi, mais dans le descriptif et dans le diagnostic. Et clairement, on cherche donc dans la maintenance conditionnelle au mieux et on cherche à aller vers la maintenance prédictive. Optimisation, je disais pourquoi? Pour essentiellement, comme je disais juste avant, optimiser le temps de fonctionnement et la qualité produite. Parce que les deux vont de pair et on peut traiter les deux problématiques en simultané. Mais là, pour la maintenance prédictive, c'est vraiment le temps de marche de la machine qu'on cherche à optimiser. Et on cherche aussi à détecter les risques de panne très tôt en s'appuyant sur l'analyse des facteurs influents. Donc, ça nécessite aussi de capter les bons signaux faibles. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, d'être capable de se projeter. Alors, une fois qu'on a dit ça, moi, la maintenance prédictive, je la présente de cette façon-là. Pour moi, c'est un résumé de ce que c'est. C'est comme en santé humaine, il y a deux grandes phases. On verra qu'en fait, il y en a trois. Mais il y a une première phase qui est la phase de diagnostic. C'est une évaluation fonctionnelle. On essaye de comprendre où est-ce que se situe le problème, dans quel sous-ensemble, dans quel organe de la machine, du système, etc. Donc, encore une fois, c'est comme en santé humaine. La deuxième phase, sans laquelle on ne peut parler de maintenance prédictive, c'est le pronostic. Et le pronostic, c'est une évaluation temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher à comprendre, sur la base du signal qu'on a détecté, de l'alerte qu'on a détectée, on va chercher à comprendre dans combien de temps la panne va survenir. Et ça, encore une fois, pour être capable d'agir. Donc, on voit bien qu'on a ces deux phases-là, avec un premier seuil qui a une alerte sur « je détecte un défaut qui est significatif », et ensuite, une deuxième phase, je vais estimer
quand est-ce que ce défaut va survenir. Et on voit, là j'ai représenté sur le schéma, qu'il y a une marge d'erreur, parce que dans l'anticipation qu'on va faire, bien évidemment, on peut se tromper, ou en tout cas on enveloppe les choses de telle sorte que la prédiction soit la plus juste possible. Il y a un point qui est crucial, qui sera un peu le fil rouge là, de mon explication, c'est la détection du signal faible, parce que bien évidemment, tout ça nécessite qu'on ait détecté quelque chose de significatif, donc une information qui nous donne, qui nous donne une idée de ce qui va se passer. Donc en fait, une métrique qui est relative à l'état de santé de la machine. Et puis également, donc j'ai représenté ce graphique avec une seule variable, avec un seul signal. Il faut bien comprendre qu'on va être là avec des variables multiples, différentes métriques, des températures, des pressions, etc. Et donc on va utiliser toutes ces données à disposition pour être le plus précis possible, notamment dans le pronostic, mais aussi dans le diagnostic. Et donc là, en gros, on cherche à s'attacher au quoi et au quand. Donc, quelle panne et quand est-ce qu'elle va survenir. Il y a quelque chose qui est important sur lequel je reviendrai également, c'est ce qu'on appelle la durée de vie restante ou durée de vie résiduelle, qui est le temps qui nous sépare de la panne. C'est quelque chose d'essentiel et de fondamental, et on verra comment on peut travailler sur le sujet-là. Alors, si je reviens à mon schéma, ce que je disais, il y a deux grandes phases, diagnostic, pronostic. Le diagnostic dans le détail, c'est quoi? C'est détecter le signal faible, donc aller attraper cette information qui nous dit que quelque chose d'anormal se passe, isoler le sous-système. Si je suis dans une machine complexe, c'est souvent le cas, il s'agit d'être capable d'identifier la partie qui va être en panne, et enfin mettre le doigt sur le type de défaut qui nous intéresse. Une fois qu'on a ça, il faut qu'on comprenne quand. Et donc, on va d'abord s'intéresser à l'état de santé du système, à l'instant T. On va ensuite s'attacher à prédire l'évolution de cet état, ce qui va nous permettre de calculer, c'est le point rouge qu'on voit, le point d'impact en fait, et en fait le moment de survenue de la défaillance. Vous aurez compris, il y a encore une fois quelque chose de crucial là-dedans, c'est le signal faible qu'on va aller comprendre et qui va servir de déclencheur finalement à tout ce système-là. Et pour ça, pour détecter le signal faible, on doit s'intéresser à quelque chose qui est primordial, c'est l'observabilité. Donc ça, c'est une démarche qu'on mène en amont de notre côté, encore une fois qui est cruciale parce que c'est assez facile de comprendre que si je prends un parallèle, je regarde face à moi, il se passe quelque chose dans mon dos, je ne le vois pas. Pour une machine, c'est pareil, si je n'ai pas de capteur installé à un endroit crucial à suivre, je ne serai pas capable de détecter les signaux faibles. Et je dis ça parce qu'en fait, la plupart des machines qui étaient conçues jusqu'alors sont conçues avec des capteurs qui servent à les piloter, mais pas à les diagnostiquer. Et donc, qui servent au contrôle-commande, à assurer le fonctionnement, mais pas ce fameux diagnostic et encore moins ce pronostic. Alors, comment on travaille à l'observabilité, c'est-à-dire finalement être sûr de capter les signaux qui nous intéressent? Il y a plusieurs choses à en dire. La première, c'est pourquoi y travailler. Il y a deux grands aspects ou deux grands bénéfices à travailler à l'observabilité. Le premier, c'est être capable d'anticiper. J'expliquerai un peu pourquoi après, mais d'être capable de détecter le signal faible qui nous intéresse plus tôt, le plus tôt possible en tout cas, ou en tout cas à un moment qui est conforme avec l'objectif de prédiction qu'on se fixe. C'est-à-dire que si on veut prédire à une semaine, il faut qu'on soit capable d'anticiper et d'avoir un signal faible qui apparaît une semaine avant au moins le défaut. Le deuxième bénéfice, c'est réduire la marge d'erreur. Avoir le bon capteur au bon endroit, ça permet d'être beaucoup plus précis sur l'évaluation de la durée de vie restante et donc être capable de prédire la durée de façon beaucoup plus fine et donc d'annoncer un temps enveloppe bien meilleur. Donc, encore une fois, c'est important pour capturer le signal en tant que tel et donc traiter le sous-système en regard de ce signal, mais aussi pour la précision et l'anticipation. C'est ce que... Voilà. Alors, comment on travaille ou qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour travailler sur ces aspects d'observabilité? Le premier, c'est de se dire qu'il va falloir
quand même se focaliser. Alors, on peut avoir une approche où on dit on va mettre des capteurs de partout et on va essayer de tout monitorer, de tout suivre et de tout diagnostiquer. C'est pour moi un faux calcul ou c'est pas une bonne approche. Bon, d'une part, parce qu'en termes économiques, mettre des capteurs de partout, ça a un coût certain et c'est pas viable. Et d'autre part, en termes de traitement, ça complexifie sensiblement les choses et la capacité de traitement, de calcul qu'il faut derrière. Donc, il y a une première démarche qui consiste à travailler, suivant si c'est une machine neuve ou suivant si c'est une machine déjà en fonctionnement, et d'ailleurs on peut coupler les deux, à travailler sur l'AMDEC, donc sur l'analyse des modes de défaillance et leurs effets criticité, puis aussi le Pareto, donc des défauts. On peut aussi bien évidemment tenir compte de la réalité du terrain, si toutefois on l'a, pour axer notre focus sur ce qui est critique, fréquent, en tout cas ce qui pose problème sur le terrain. Donc le point de départ de notre démarche, d'une bonne démarche, on va dire, pour définir les bons capteurs, c'est de démarrer avec ces analyses-là. Alors, je disais le bon capteur. Pourquoi le bon capteur? Parce qu'en fait, en fonction du type de métrique qu'on va suivre, on voit ici qu'entre la chaleur au toucher, 1 à 5 jours, et les vibrations, 1 à 9 mois, l'échelle de temps n'est pas du tout la même. Et donc, la durée de vie résiduelle qu'on est capable d'anticiper, elle est très différente. Alors, détecter à 5 jours, pour certains cas, c'est largement suffisant. Détecter à plusieurs semaines, c'est souvent indispensable. Par exemple, pour avoir des pièces qui ne sont pas en stock, donc que j'ai besoin d'approvisionner, il faut que je sois capable de détecter suffisamment tôt à l'avance pour ça. Donc, en fonction des sous-systèmes, en fonction du type de mécanique qu'on va vouloir suivre et en fonction des enjeux du projet, notamment de l'anticipation qu'on souhaite, il va falloir choisir le bon capteur. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là du type et de sa localisation. Où est-ce qu'on va le mettre dans la machine? Ce qui m'amène à parler ensuite des deux approches dans l'observabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer et voir la maintenance prédictive d'une machine comme finalement le focus sur des sous-ensembles, sur certains sous-ensembles uniquement, qu'on peut avoir à travers l'AMDEC déterminés comme étant les plus critiques ou les plus souvent en panne, etc. et se focaliser que là-dessus. Et donc, on va installer un certain nombre de dispositifs qui vont faire le diagnostic et le pronostic sur les sous-systèmes ciblés. Alors, c'est un avantage, cette approche-là, c'est que c'est une mise en œuvre progressive par sous-système qui est possible et un besoin en ressources de données limitées. Par contre, il y a un risque de détection tardive, j'y reviendrai par l'approche juste après, l'autre approche, et il y a un risque d'erreur de diagnostic. D'une part, parce qu'il y a des sous-systèmes qui sont non pris en compte et qu'on peut imaginer être finalement peu critiques, mais qui s'avèrent l'être un peu plus. Et surtout, il y a une liaison entre les sous-systèmes et il y a une propagation des défauts dans ces sous-systèmes. Ça veut dire que si j'ai une vibration anormale dans la broche, elle va se répercuter, ou dans la table mobile plutôt, elle va se répercuter dans la broche. En tout cas, ma machine, c'est un système. Et donc, capter des signaux faibles, si on n'a pas cette notion de répercussion d'un sous-système à l'autre, ça risque de générer des erreurs. Donc il y a une autre approche qui est l'approche système, où là on va se préoccuper de la machine dans son ensemble comme un système complet, complexe d'ailleurs, et on va se pencher sur la propagation de ces défauts au sein de la machine. Ça a plein d'avantages. Ça a notamment l'avantage qu'on sait dire du coup que une vibration anormale, par exemple, vient bien du sous-système considéré ou est captée et l'origine est un autre sous-système. L'avantage aussi, c'est qu'on peut se servir de plusieurs capteurs, de plusieurs sous-systèmes environnants pour confirmer ce qu'on a calculé, et donc pour confirmer, pour améliorer la prévision, enfin le diagnostic, pardon. Et puis c'est un autre intérêt aussi, c'est que ça permet de prendre en compte l'accessibilité aux sous-ensembles. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire, OK, je veux monitorer, je veux diagnostiquer ce sous-ensemble-là, c'est compliqué d'y mettre un capteur, mais j'ai un capteur adjacent qui va me permettre d'être un peu moins précis, mais qui va quand même me permettre de faire ce diagnostic-là. Alors, le corollaire à ça, c'est un temps de développement du modèle prédictif qui est plus long, en termes de collecte et de traitement et de modélisation, et c'est un besoin en ressources machines plus important. Mais ces deux approches qu'il faut bien comprendre. D'une part, d'un côté, je vois ma machine comme un tout, et donc je l'observe sous tous ses aspects. De l'autre côté, je me focalise sur un certain nombre de sous-systèmes. Dans ce cas-là, plus grande précision, identification de la cause racine, ce qui peut être parfois important.
Et pour en terminer sur ces aspects d'observabilité, ce qui est intéressant dans la dernière approche, quand on voit la machine comme un système, là c'est la décomposition d'une machine et un graphe fonctionnel finalement de la machine avec la répercussion des problématiques, enfin des défauts à l'intérieur, c'est qu'on peut venir faire porter des contraintes à tout ça. On peut par exemple dire, bah, moi mon coût de capteur il doit être limité à tant, à 5% du coût de la machine, à 2% du coût de la machine. Et donc je sais mesurer, si je vois la machine comme un système, l'impact que ça a sur la détectabilité du système au complet. Je peux travailler, comme je l'ai dit, sur l'accessibilité. Rajouter un capteur dans une électrobroche, notamment d'une machine en fonctionnement, ben, c'est pas facile. Enfin voilà, il y a des problèmes d'accessibilité. Il y a les problématiques de tenue en stock, qui nécessitent qu'on travaille l'observabilité, parce que si une pièce, il faut 3 semaines pour la réapprovisionner et que je détecte une semaine avant un problème, ben, je serai en panne quand même. Et enfin, il y a la détectabilité qui est à la fois une donnée d'entrée, on peut dire qu'on veut un maximum de détectabilité, et c'est une donnée résultante de toutes ces contraintes. Donc travailler la détectabilité, encore une fois, pour moi c'est essentiel, parce qu'encore une fois, les machines sont conçues pour avoir des capteurs pour les piloter, avoir des capteurs pour les diagnostiquer, c'est pas du tout la même chose. Pour finir sur ces aspects-là, un modèle prédictif, c'est quoi? Ça a cette tête-là. Alors, on se moque un peu du schéma en tant que tel. Ce qui est important, c'est qu'on retrouve notre diagnostic en bleu, notre pronostic en rouge. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a plusieurs branches. Parce qu'en fait, une machine a plusieurs modes de fonctionnement. Donc, détecter un signal faible dans un mode n'est pas du tout la même chose que de détecter le même signal faible dans un autre mode. Donc, il est important de se pencher sur les modes de marche de la machine et de les connaître. Ce qui est important aussi, c'est un message sur lequel, alors ça j'y reviendrai juste après, ce qui est important aussi et qui est un message que je souhaite délivrer, c'est que l'acquisition des données, c'est clé dans tout ça, et ça peut paraître trivial, mais ça ne l'est pas, et donc il faut s'y pencher de façon déjà en amont, j'y reviendrai aussi, il y a une question de temps qui est importante, se pencher sur l'acquisition des données en amont, bien maîtriser cette partie-là, parce que sans ça, tout le reste tombe à l'eau, et c'est de là que tout part. Et l'observabilité, c'est bien évidemment ce qui donne la capacité d'acquérir le bon type de données pour le bon diagnostic et le bon pronostic. Au final, ce qu'on doit retenir de ça, c'est qu'un modèle prédictif, la maintenance prédictive, c'est quoi? C'est de remonter une alerte qui dit quelle panne, avec quelle probabilité, sur quel sous-système et dans combien de temps. Et le combien de temps, il est clé parce que bien souvent, on se retrouve avec des systèmes qui ne font que du diagnostic, ce qui peut être suffisant dans certains cas, il n'y a pas de problème. Mais si vraiment on veut faire du prédictif, il s'agit de qualifier le temps qui nous reste. Parce que sinon, on sait que c'est en amont, on sait qu'on a du temps, mais lequel, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est dans 2 minutes ou dans 10 jours. Donc, encore une fois, le côté prédictif, pour moi, nécessite d'être capable de qualifier le temps qui reste avant la panne. Alors, la mise en œuvre dans tout ça, comment on s'y prend en fait pour mettre en œuvre un système de maintenance prédictive? Il y a un certain nombre d'étapes, puis on verra par la suite que ces étapes, elles ont de l'intérêt en tant que telles. Donc, au-delà du fait d'aller jusqu'au modèle prédictif complet, il y a des bénéfices à chaque étape. Donc, la première étape, c'est un diagnostic sur site, c'est-à-dire qu'en fait, il faut voir de quoi on parle. Quand je dis sur site, c'est voir la machine, sa conception, discuter, échanger avec les experts, comprendre comment elle est conçue, comprendre ses problématiques. La deuxième étape, ça va être de travailler à la détectabilité, comme je l'ai dit, donc à l'étude du plan d'instrumentation, avec des approches très similaires, mais avec des inputs différents. Si on a des machines déjà en production, sur lesquelles on a un historique, ou si on a des machines neuves, on va partir de choses plus théoriques, et encore une fois, l'AMDEC. Ensuite, il y a l'implantation des capteurs, alors plus facile sur une machine neuve et en conception que sur une machine déjà existante. Mais on a vu qu'on pouvait jouer avec la capacité à mettre ou non des capteurs pour décider qu'on va l'installer ou pas suivant la complexité sur le site. Et enfin, la connexion des machines. La connexion des machines, c'est ce qui va permettre la phase d'après, la collecte des données. Encore une fois, la connexion des machines et la collecte des données, c'est quelque chose qui se travaille et qui s'organise et qui est loin d'être négligeable. Encore une fois, c'est le point de départ de l'histoire. Une fois qu'on a organisé la collecte, on a plusieurs options. La collecte en soi peut nous donner déjà du monitoring, on peut aller de l'étape 5 à l'étape 9 et on peut s'arrêter là. On a du monitoring et des alertes, donc on peut mettre des alertes sur seuil, des seuils qu'on a calculés comme étant les seuils classiques. Donc là, on n'est pas dans le prédictif, mais on est déjà dans le monitoring et dans une forme de diagnostic, on va dire. Et ensuite, on a deux autres choix.
qu'on peut déployer de façon progressive. La première, c'est de se borner à du diagnostic, avec un avantage, c'est qu'on a besoin de peu de données de fonctionnement de la machine. Par contre, on est moins précis, notamment on n'est pas capable d'évaluer cette fameuse durée de vie restante qui nous sert à savoir quand est-ce que la panne va survenir. Et ensuite, aller ou pas, hein, au choix, vers le modèle prédictif qui, lui, nécessite beaucoup plus de données, beaucoup plus de temps de fonctionnement, mais par contre, qui sera beaucoup plus précis et qui, surtout, évaluera le temps qui nous reste avant d'agir. Ensuite, on a une production du modèle là, sur cette branche-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la phase de base, c'est la collecte, enfin, une fois qu'on a fait tout le travail de préparation correctement, et ensuite, on a plusieurs choix en fonction de où on veut aller. Ça veut dire aussi qu'on peut y aller de façon progressive et qu'on peut commencer d'abord par du monitoring, se laisser le temps de, s'assurer que tout est propre, et ensuite aller vers les phases suivantes. Jean-Marc. Yes, le micro a été coupé. Alors, une autre façon de représenter effectivement ces deux étapes, David, c'est effectivement, en prenant un petit peu de hauteur, c'est de représenter ici l'équipement en production qui donc émet ces informations qui sont déjà donc captées, et on va pouvoir dérouler l'information pour vous montrer que une fois que ces données sont enregistrées, historisées, qualifiées, on va pouvoir effectivement, tu peux appuyer, David. On va pouvoir les traiter et puis donc effectivement identifier le dépassement de seuil, donc détecter des alertes. Et ces alertes, en fait, elles donnent lieu à un traitement ensuite. On ne l'a pas évoqué, mais en fait, il est important également que ces informations qui sont captées auprès des machines soient ensuite restituées de manière numérique auprès des utilisateurs, des superviseurs et également auprès du service client du fabricant. Ce qui vous permet, vous, de vous assurer que tous les intervenants qui sont associés à ces équipements, à ce parc installé, soient prévenus et puissent effectuer effectivement l'opération attendue en fonction de la qualité des alertes qui ont été remontées. Et alors nous, on prétend qu'effectivement, ces alertes, il faut pouvoir après les superviser dans des vues 360 degrés d'un parc installé et de chaque équipement. Et la maintenance prédictive s'inscrit, tu peux avancer David, sur la prise en compte effectivement du modèle d'analyse des défauts qui vient s'insérer, vous voyez ici, de manière directe, juste avant la génération des alertes, puisqu'elle va pouvoir déterminer ces alertes de manière plus fine qu'à travers juste simplement la détection de seuil tel qu'on l'a vu précédemment. Merci Jean-Marc. Alors, j'insiste, j'en ai déjà rapidement un peu parlé, mais j'insiste sur la nécessité d'avoir des données, les bonnes données, hein, d'où la détectabilité dont j'ai déjà parlé. Mais finalement, si on veut faire un rapide tour d'horizon sur les données qui sont intéressantes, de quoi on a besoin finalement pour monter un système prédictif et être capable de traiter en avance, de détecter en avance des pannes. On a besoin de données de différentes natures et c'est important de le comprendre également. On a quelque chose qui est évident, mais c'est mieux quand c'est dit. On a besoin d'historique de panne et de défauts s'agissant d'une machine en fonctionnement, mais aussi d'une machine en reconception, par exemple. C'est intéressant de connaître ce qui s'est passé, s'il y a des machines similaires qui existent et quels sont les défauts. Donc, c'est quelque chose qui nous nourrit, et notamment dans l'étude du type de capteur et des capteurs à mettre et du type de capteur à positionner à quel endroit. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle prédictif, à la fin, il doit apprendre du fonctionnement normal, mais aussi, il doit apprendre des défauts déjà rencontrés. Ce qui est important d'avoir aussi, si c'est possible, on peut s'en passer bien évidemment, mais ça renforce toujours les choses, c'est l'historique de maintenance. Alors d'une part, l'historique de maintenance en tant que source pour la détectabilité, mais aussi parce que, c'est le journal de maintenance, là, plutôt que l'historique d'ailleurs, c'est quand on intervient sur la machine, il y a un impact. Et donc on a besoin de prendre en compte cette intervention, cet impact, dans le diagnostic et le pronostic. Encore une fois, sinon on risque de se tromper et on risque d'assimiler une intervention à une panne. Donc c'est assez important également d'avoir ces données-là. On a bien évidemment besoin, ça c'était le point de départ, l'état machine, hein, et donc les données issues de capteurs qu'on a placés pour faire le diagnostic. Donc on cherche à mesurer les dégradations dans la période supervisée. Et puis également,
alors c'est pas forcément dans le bon ordre, mais peu importe, la fonctionnalité, la taille, le modèle, la localisation, en fait les données de spécification de la machine. Enfin, un dernier point qui est très important, parce que alors c'est quelque chose qui m'est souvent remonté, on me dit, bon, on est constructeur de machines, on fait des machines industrielles qui ont une fiabilité certaine, et donc est-ce que la maintenance prédictive, finalement, c'est bien intéressant pour moi, parce que ma machine ne tombe jamais en panne? Alors, c'est vrai, hein, enfin, voilà, les machines sont fiables pour la plupart, même très fiables, simplement, ces machines sont dans un environnement d'exploitation, elles sont maintenues, elles sont exploitées, plus ou moins bien, plus ou moins. Enfin voilà, en tout cas, il y a des événements extérieurs qui viennent influer sur tout ça. Et donc, ces événements-là sont aussi des données qui sont importantes parce que c'est souvent elles qui peuvent être à l'origine d'une dégradation et donc source de panne qu'on cherche à prédire. Donc, les données qui sont liées à la machine dans son environnement, encore une fois, comment elle est maintenue, comment elle est opérée, les données de température, d'hygrométrie ambiante, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la machine sont importantes. Alors ensuite, là j'ai essayé de lister ce que c'était que pour moi, enfin pour nous, les clés du succès pour ce type de projet-là. Ça c'est le fruit de l'expérience de différents déploiements et puis voilà, de quelques années dans le domaine. Pour moi, ce qui est important, c'est que ça soit inscrit dans la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait quelque chose de fort qui porte tout ça. Et en fait, la stratégie de l'entreprise, elle doit être renforcée où elle doit prendre son origine dans différentes choses. La première, c'est que pour moi, ce qui est essentiel et indispensable, c'est partir d'un besoin de terrain clairement défini. C'est-à-dire qu'en fait, les outils dont on parle, les outils prédictifs, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on met en œuvre, c'est pas de la magie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des outils qui peuvent être très puissants, mais qui doivent poursuivre un but. Donc, si on ne sait pas à quoi on s'attaque, il y a peu de chances qu'on arrive au résultat. Donc, le point de départ, c'est vraiment, je pars d'un besoin terrain clairement défini, et c'est ça finalement qui va me guider. Quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est d'impliquer différentes couches de l'entreprise. Le top management comme sponsor, des experts sans qui rien n'est possible, parce qu'en fait, c'est les experts qui vont nourrir l'IA. Et ensuite, l'IA va aider les experts, mais c'est vraiment un couple qui est fort et qui est important. Donc, les experts métiers et le terrain, parce que le terrain, voilà, c'est les exploitants, c'est ceux qui vont utiliser ces outils-là. Et ces outils, encore une fois, ce sont des outils. Donc, ils servent des gens, ils servent une cause, mais ils servent aussi des gens. Et les gens qui vont l'utiliser doivent être impliqués. D'une part, parce que c'est source de crainte, tous ces aspects-là, l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. Et donc, le plus tôt les gens sont impliqués, le plus tôt ils comprennent que ce sont ces outils qui vont les aider, le mieux c'est. Quelque chose qui est important aussi que j'ai mis là, c'est prendre le temps sans en perdre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un système de maintenance prédictive, il ne sort pas de terre du jour au lendemain. Vous l'avez vu, moi je décris ça en 9 étapes. Il faut du temps pour faire les choses. Il faut prendre le temps de les faire. Simplement, il faut commencer. Parce que le jour où un client vous dira « moi je veux de la maintenance prédictive », eh ben, ça ne sortira pas du jour au lendemain, encore une fois. Il va falloir passer par toutes ces étapes, et c'est des étapes qu'on ne peut pas griller, parce qu'il faut des données, parce qu'il faut un historique, etc. Donc mon conseil, c'est de démarrer, en tout cas sur la partie collecte de données, au plus tôt, pour organiser ça correctement, et que ça soit propre. L'autre conseil que je donne, c'est de mobiliser un écosystème de compétences. En fait, c'est devenu c'est devenu complexe. Les machines sont complexes, elles mettent en jeu des systèmes électriques, des systèmes mécaniques, de l'informatique, du réseau, de la cybersécurité, etc. C'est vraiment complexe, et donc il faut mobiliser un écosystème d'experts et de compétences autour de tout ça pour nous aider à avancer. Quelque chose à ne pas négliger et qui est lié un peu avec le temps, c'est que la qualité de la donnée est primordiale. Et donc, il faut également prendre le temps de qualifier que les données qu'on acquiert sont les bonnes, mais on a vu qu'on pouvait travailler ça en amont, mais surtout que l'acquisition est bonne et que le jeu de données qu'on va restituer ensuite sera vraiment utile pour faire les traitements qu'on souhaite et seront en qualité nécessaire et suffisante, en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de qualité.
Et en fait, le dernier point, hein, c'est qu'il faut surtout pas négliger, si on veut que ça se transforme en une réalité industrielle, c'est que ce sont des projets de transformation, c'est-à-dire que ça a un impact sur l'organisation parce que ça apporte une valeur certaine, si toutefois on veut bien l'avoir, hein, et l'imaginer, mais ça s'accompagne de transformations à tous les niveaux. Donc il faut vraiment l'anticiper et y être prêt, parce que sans ça, c'est pareil, le risque d'échec est assez important. Pour finir, un projet de ce type-là, il faut, si on doit retenir trois choses essentielles, il y a une expérience utilisateur, ça veut dire qu'il y a des gens derrière, ce sont des outils, encore une fois. Donc il y a des utilisateurs qu'il faut identifier et qu'il faut embarquer. Il y a une faisabilité technique, bien évidemment, à traiter, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus, et l'IA, encore une fois, c'est pas de la magie, donc il y a des choses qui ne sont pas possibles, et il faut être capable d'identifier tout ça. Et en lien avec le besoin terrain clairement défini, il y a une création de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début du projet, il faut se pencher sur quelle est la problématique qu'on souhaite résoudre et quel est le gain que ça va m'apporter. Voilà. Et donc, je vais passer la main de nouveau à Jean-Marc pour les bénéfices. Alors, quelques bénéfices qu'on a essayé effectivement de résumer pour conclure cette présentation. Le premier, il nous vient d'un cabinet de conseil, en fait, et je vous invite à y réfléchir par rapport à ce que vous rencontrez dans votre contexte. C'est finalement, quel est le coût de l'arrêt non planifié d'un équipement dans une chaîne de production chez vos clients? Alors, des études montrent que ça peut aller jusqu'à 1 million d'euros dans la mesure où, effectivement, comme David l'évoquait, les pièces détachées ne sont pas forcément tout de suite disponibles, selon le cas. Et donc, la machine peut rester en panne pendant quelques heures, voire plusieurs jours, en fonction des circonstances. Et le point intéressant, c'est que 45% des situations sont essentiellement dues à des dysfonctionnements matériels. C'est-à-dire que, en fait, dans 45% des cas, on pourrait y répondre, enfin, on pourrait les analyser, les détecter, grâce à ce qui a été exposé juste avant, à travers donc, la captation d'informations sur l'équipement lui-même. Voilà, ça c'est vraiment un premier point. Donc, bénéfice, c'est l'uptime de la machine. Deuxième pan de bénéfice, c'est que ça va améliorer les relations clients, car en fait, il faut penser plateforme à ce moment-là, c'est à la fois capter l'information et puis la restituer pour effectivement impliquer, comme c'est indiqué, les bonnes personnes qui sont capables d'influencer sur le fonctionnement de l'équipement et donc d'agir et de prendre des décisions en fonction. Et donc, pouvoir anticiper les interventions de maintenance, parce qu'en fait, on va pouvoir optimiser les besoins, à la fois en ressources humaines liées aux interventions à réaliser, mais également on va pouvoir optimiser ces interventions par rapport au timing d'exploitation de l'équipement. On ne va pas être obligé d'arrêter la machine tout de suite, on peut peut-être la faire fonctionner à mi-régime, et puis en fin de journée, éventuellement, agir sur l'équipement, ou en tout cas, lorsque l'équipement sera moins sollicité. Voilà. On va ensuite effectivement également pouvoir optimiser les besoins en ressources terrain, à la fois en interne, selon la manière dont ces équipements sont maintenus. Soit c'est en interne chez vous, soit auprès des entreprises de maintenance que vous sollicitez, ou également les équipes maintenance chez les clients directement. Enfin, un autre point intéressant, c'est que à travers ces mesures qui sont associées aux équipements, vous allez pouvoir disposer d'indicateurs clés tels que le taux de rendement synthétique, qui va vous donner une vision directe et déportée sur le web pour identifier la performance de l'équipement. Donc ça, c'est une nouveauté parce qu'en fait, jusqu'à présent, c'était plus difficile de l'obtenir. On peut l'avoir sur l'équipement lui-même ou dans le périmètre de l'usine, mais c'est assez difficile de l'obtenir à distance. Et enfin, on l'a évoqué au tout début, mettre à disposition cette chaîne de production digitale, cette chaîne de production de données sur les équipements, ça va vous permettre, en fait, de vous garantir que l'équipement fonctionne et du coup, mesurer également le rythme auquel cet équipement a pu opérer. Donc, vous pouvez réinventer à travers cela votre modèle d'affaires selon les besoins et selon les demandes que vos propres clients vous formuleront. Et le dernier point qui est un peu plus global, il affecte en fait le cycle de vie d'un équipement. En fait, on a, au cours de la présentation, plutôt axé le discours et l'analyse sur l'équipement en production. C'est ce qui est central à notre discours aujourd'hui. Et puis, c'est souvent par là qu'on débute l'analyse. Néanmoins, il faut savoir que ces informations, une fois qu'on les a captées,
elles vont pouvoir nous aider à mieux concevoir les produits. Donc, c'est utile à votre bureau d'études, hein, ce qui peut avancer, David. Et puis également, ça va être également des indicateurs importants vers le commerce, mais également vers les tests ateliers et puis les étapes de commissioning pour la mise en service des équipements. D'autre part, c'est également des informations qu'on va pouvoir récupérer, tracer lors du recyclage, puisqu'en fait, toute l'information, tout l'historique de maintenance et d'opérations qui a pu être réalisées, de maintenance réalisées sur l'équipement, vont pouvoir être enregistrées, tracées et historisées dans le système applicatif. Donc, vous voyez qu'en fait, le fait de capter ces informations et également d'historiser tout le cycle de maintenance de l'équipement à travers les données et les opérations qui ont été réalisées, en fait, ça nous permet d'avoir une meilleure vision sur l'équipement et d'optimiser la conception, les évolutions de ces produits. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'est un schéma qui est, en fait, qui est important dans la mesure où ça vous permet d'anticiper, de vous dire que effectivement, c'est un besoin de maintenance prédictive, mais également, ça peut avoir des impacts complémentaires sur la conception de vos équipements en général. Merci de votre attention, Abby. Parfait, merci beaucoup. Merci Jean-Marc et David. La présentation était très intéressante.